Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle semaine consacrée à l'actualité locale. Nous sommes le 8 décembre et dans votre journal aujourd'hui, 82 millions de promesses, 82 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon 2014. Combien dans les Yvelines? Premier bilan de la mobilisation dans le département pour la 28e édition de ce grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares. 70e anniversaire des compagnies républicaines de sécurité, les CRS. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a fait le déplacement à Versailles aujourd'hui. Chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saint-Quentin, en Yvelines, il milite contre les émissions de gaz carbonique. François-Marie Bréon est l'invité du journal alors que se poursuit la conférence sur le climat à Lima. Et puis nous reviendrons aussi ce soir sur le résultat du référendum à Coignères. Plus de 90% des votants pour le maintien des frontières actuelles de leur communauté de communes. Les habitants qui soutiennent donc le maire contre le projet de super agglomération incluant Saint-Quentin en Yvelines notamment. Tout de suite, le Téléthon, quelle mobilisation dans les Yvelines. Nous sommes en ligne avec le coordinateur départemental Daniel Bazan. Bonsoir. Bonsoir. Plus de 82 millions d'euros de promesses de dons au niveau national, 4 millions de plus que l'an dernier. On imagine que dans le département, la mobilisation a été plutôt bonne également. Est-ce que c'est le cas ? Très bonne participation dans les Yvelines. Ce qui remonte au niveau national et je vais dire idem sur le département des Yvelines. Chaque fois, il y a la même mobilisation. Donc une très grande mobilisation qu'il y a eu ce week-end. Le seuil, c'est à peu près 400 000 euros que vous avez pu collecter l'année dernière sur les différentes manifestations. C'est un seuil qui sera dépassé ? Là, c'est bien parti. Hein. Normalement, on devrait, je pense, arriver entre 400 à 500 comme il y a 3 ans. Ça. Et puis bien sûr, il faudra ajouter aussi les promesses de dons qui ont été faites par téléphone au 36 37 et d'ailleurs les gens peuvent encore toujours donner, la ligne est restée ouverte par internet également pour donner pour le Téléthon. Est-ce que vous pouviez prévoir, alors je rappelle juste que les chiffres définitifs seront connus dans la semaine, hein, vous êtes encore en train de comptabiliser le bilan, de faire un bilan global. Est-ce que c'était tout de même prévisible cet élan de générosité? Vous nous disiez sur ce plateau la semaine dernière au moment de la préparation, il y a beaucoup de bénévoles mobilisés, il y a beaucoup d'animations qui sont proposées de plus en plus chaque année. Vous vous attendiez, malgré la crise, à avoir beaucoup de dons? On s'attendait un petit peu à quelque chose de similaire, une très bonne mobilisation. Mais à ce point, non, on est assez surpris quand même, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de nouvelles manifestations, mais on s'attendait pas à une mobilisation sur le terrain aussi importante. Hein. Donc la mobilisation du terrain veut dire très grande mobilisation, que le compteur sera au-dessus de l'année dernière. Là, vous êtes en train de faire les comptes. Comment ça va s'organiser pour conclure sur la suite? L'argent va directement, rapidement partir pour la recherche, pour la FM. Comment ça se passe en ce moment pour vous? Là, on prend des rendez-vous avec les organisateurs à partir de demain. Et donc jeudi, les premières permanences qui vont durer tout le mois de décembre. Et donc là, au fur et à mesure, l'argent est envoyé à l'AFM. Et ensuite, il faudra se préparer pour l'année prochaine. Merci Daniel Bazan, responsable du Téléthon dans les Yvelines. Nous donnerons bien sûr les chiffres définitifs dès que la collecte sera terminée. Une chose est sûre, en tout cas, la mobilisation a battu un record par rapport à l'an dernier dans le département également. On va rester encore quelques instants sur cette mobilisation justement avec cette opération à Rambouillet. C'est un bédéton qui était proposé. Des dessinateurs se sont relayés pour assurer les dédicaces. Les amateurs, eux, ont mis la main à la poche. 10 000 euros seront ainsi reversés à l'AFM. Le reportage de Florane Parfait et de Maxime Lemaine. Quelques coups de crayon pour aider les malades atteints de myopathie. À Rambouillet, des dessinateurs et scénaristes de bande dessinée sont réunis pour la bonne cause. Une séance de dédicace puis une vente aux enchères pour lever des fonds. C'est la 6e édition du Bédéton, une initiative unique dans les Yvelines. J'ai demandé l'autorisation au créateur du Bédéton de Dunkerque d'utiliser le nom Bédéton. Puis voilà, j'ai contacté Jocelyne Bernard de la médiathèque Florian. Je lui ai demandé si elle acceptait de nous accueillir. Rambouillet, une ville très active pour le Téléthon. Il y a beaucoup d'associations de gens qui le font et qui sont peut-être pas forcément concernés, mais directement ou personnellement, mais qui se sentent concernés parce qu'on est tous concernés par ce qui peut arriver à des enfants. Les auteurs sont bénévoles. L'intégralité des fonds récoltés sont reversés à l'AFM, l'Association française contre les myopathies.
Olivier Souillet est l'un d'entre eux. Il a même écrit avec son frère une BD pour parler d'une de ses maladies. Sa fille est atteinte du syndrome de Williams. C'est une maladie qui est très rare, je crois que c'est 1 cas sur 7000, et c'est une déchirure sur l'ADN de l'enfant et qui provoque donc un handicap mental et dans 75% des cas, malheureusement, des gros problèmes de rein ou de cœur. On a écrit ce qui est assez amusant, l'histoire qui nous fait parler de cette maladie. On a choisi de parler de l'histoire d'un petit dragon qui s'appelle Azuro. C'est un petit dragon qui naît bleu au nez rouge ou vert, et donc il est différent. Et au final, va être rejeté par les autres parce qu'il est déjà de couleur bleue. Et en plus, il crache de l'eau. Donc, nous, on utilise le mot malédiction, mais en vrai, on pourrait parler d'une maladie. Le dessin, la BD, un moyen de parler de ces maladies méconnues et de faire appel aux dons. Cette année, le BDton 78 a récolté plus de 10 000 € pour la FM. L'actualité du jour à présent, c'est le déplacement du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à Versailles à l'occasion des 70 ans des CRS. Il en a profité pour annoncer un renforcement des effectifs. Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Uniformes impeccables, garde à vous et un sigle. CRS, pour Compagnie républicaine de sécurité. Créé il y a tout juste 70 ans, le 8 décembre 1944, par le général de Gaulle. Et c'est le château de Versailles qui a été choisi pour célébrer cet anniversaire, un cadre qui ne doit rien au hasard. C'est à Versailles, en effet, que la République accueille ses hôtes de marque. C'est donc, mesdames, messieurs, à bon droit, que les CRS reçurent ici même leur drapeau en 1953. Nageurs sauveteurs, compagnie autoroutière ou encore section de montagne, les CRS sont spécialisés dans le maintien de l'ordre. Le ministre a ainsi profité de son discours pour interpeller les forces de l'ordre avec, dans sa ligne de mire, la mort de Rémi Fraisse, militant contre le barrage de Sivens dans le Tarn. Je vous demande donc de participer pleinement à la réflexion sur l'emploi de la force que j'ai voulu engager à la suite du drame de Sivens. Je vous encourage à poursuivre dans l'effort de modernisation, à vous doter des équipements et des matériels spécialisés les mieux adaptés pour bénéficier d'une vision d'ensemble des lieux au cours des opérations de maintien de l'ordre les plus délicates et également pour mieux vous protéger. Le ministre a ainsi annoncé un renforcement dans les rangs des CRS après la suppression de 2600 postes en 2012. Ainsi, je veux vous annoncer que 92 jeunes gardiens de la paix vont rejoindre vos rangs ce mois de décembre et vos unités seront à nouveau dotées d'agents supplémentaires en 2015. J'en prends devant vous l'engagement. Civils et non militaires, les CRS sont rassemblés en plus de 60 compagnies en France. Dans les Yvelines, la compagnie se situe à Vélizy. Et puis en justice, c'est ce lundi à Versailles que s'est ouvert le procès d'un homme ayant incendié le domicile de sa petite amie. Au Clé-sous-Bois, la cour d'assises doit statuer sur la peine que devra exécuter Abdallah Hicham, 25 ans, l'incendie ayant entraîné le décès de sa belle-mère, des faits précédés de menaces de mort. Un deuxième homme présent lors des faits qui remonte à mars 2012, comparé également à Versailles pour non-empêchement de crime, verdict attendu en fin de semaine. Une grève illimitée à partir du 8 décembre pour les tribunaux de commerce. Ils refusent le projet de loi Macron, loi sur l'économie pour la croissance et l'activité qui remet en cause notamment la composition de cette cour de justice. Il est question de faire siéger des juges professionnels notamment, alors que les commerçants étaient jusqu'à maintenant jugés par leur pairs. Au tribunal de Versailles, William L. est allé chercher quelques explications. Nous estimons que ces articles ne sont pas du ressort du ministère de l'économie, mais de la chancellerie, le ministère de la Justice, avec lequel nous avons un dialogue depuis le début de l'année sur des articles qui fâchent. Tous nos clignotants sont au vert sur notre activité, sur notre performance, et nous ne pouvons pas accepter cette mesure de défiance qui, en plus, serait totalement préjudiciable à la justice économique et donc au tissu économique et social de ce pays. Si le projet de loi ressort du projet du ministère de l'économie pour retourner à la chancellerie, il est bien évident que notre mouvement sera suspendu.
L'entretien du jour à présent, c'est avec François-Marie Bréon. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, organisme qui dépend conjointement de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, du CEA, encore du CNRS. Seconde semaine pour les négociations internationales sur le climat. Cela se déroule à Lima, semaine décisive pour beaucoup. Les ministres vont arriver sur place demain. Le sommet qui va prendre un tournant plus politique. En quoi ce sommet est si important? C'est le 20e sous l'égide de l'ONU. Est-ce qu'on peut en attendre de réelles avancées? L'objectif est qu'il y ait un accord international sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre et en particulier de dioxyde de carbone. Ceci dit, aujourd'hui, on est dans le cadre des préparations et la vraie négociation, enfin le vrai accord, aura lieu très probablement au mois de décembre l'année prochaine à Paris lors d'une réunion qui sera à plus haut niveau. Là, c'est vraiment des négociations entre les ministres pour essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui pourrait être un accord l'année prochaine. On parle de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. D'ici à 2100, si rien n'est fait, on sera plutôt à 4-5 degrés. Ça veut dire quelles conséquences? Donc le climat du XXIe siècle dépendra entièrement des choix qui sont faits par les gouvernements et par les gens d'émissions des gaz à effet de serre et en particulier du dioxyde de carbone. Et effectivement, aujourd'hui, si on fait des énormes efforts, on limitera le réchauffement de la planète à 2 degrés. Mais si on continue comme aujourd'hui, ça sera plutôt 4 à 5 degrés, avec des conséquences très importantes sur, d'une part, l'agriculture, d'autre part, la qualité de vie des gens, et puis sur le niveau des mers, parce qu'un certain nombre de calottes glaciaires vont fondre suite au réchauffement, et par conséquent, le niveau des mers va augmenter. Ce qui a bien évidemment des conséquences très importantes sur les littorales. Vous dites des énormes efforts, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre les bouchées doubles pour arriver à un niveau ne serait-ce qu'acceptable pour maintenir les choses en l'état. Absolument. Il faudrait, par exemple, il faudrait que la France arrive à diviser par 2 puis par 4 ses émissions de gaz à effet de serre, et c'est un énorme effort pour pouvoir faire ça. Les ONG qui considèrent pour l'instant que les travaux sont plutôt lents sur le sommet qui se déroule en ce moment. Est-ce que vous partagez cet avis? Complètement. Il n'y a pas que les ONG qui disent ça. Je pense que c'est un constat général que là où il faudrait diminuer les émissions, en fait, elles augmentent de 3% chaque année au niveau mondial. Pour la France, les émissions sont à peu près stables. Elles diminuent même légèrement. Mais au niveau mondial, et en particulier avec le développement de la Chine, les émissions totales de la planète augmentent de 3% chaque année. Donc c'est absolument énorme. Et comment on peut l'expliquer? C'est un problème financier aussi, peut-être? Les États ne veulent pas mettre suffisamment d'argent? Non, c'est que les gens, ils aiment bien se développer. On dit tout le temps que ce qu'il faut, c'est avoir de la croissance. Et évidemment, avoir de la croissance, c'est augmenter notre consommation d'énergie. Donc on ne peut pas d'un côté dire ce qu'il faut absolument, c'est avoir de la croissance, et puis de l'autre côté dire qu'il faut diminuer notre consommation d'énergie. Les gens, pour vivre, ils aiment bien consommer. Et donc ça conduit à des émissions de gaz à effet de serre assez importantes. Mais les efforts doivent se faire dans l'ensemble des pays du globe. Et c'est difficile peut-être dans les pays qui sont en voie de développement de trouver en plus des finances et de faire des développements alternatifs. C'est pas seulement des finances, c'est de leur dire que eux n'ont pas le droit de se développer. C'est-à-dire que nous, on a chacun. C'est difficilement acceptable. Chaque foyer, c'est difficilement. De dire voilà, on est arrivé dans une situation complexe, dans les pays les plus pauvres, vous vous développez, mais pas trop. Absolument. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la difficulté des négociations. Est-ce qu'il faut dire que tout le monde doit diminuer ses émissions d'un facteur 2, ou il faut dire qu'il y a un certain niveau de consommation qui est acceptable, et donc les pays développés doivent diminuer énormément leurs émissions, alors que les pays en développement peuvent continuer à les augmenter. Donc c'est ça la difficulté des négociations, et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir un accord, et je ne suis pas du tout persuadé qu'on arrivera à avoir un accord. On va faire une petite pause dans cet entretien pour notre question du jour. Micro-trottoir, êtes-vous inquiet des évolutions climatiques? Voici vos réponses. On le craint pas, mais on le voit en tout cas. Je pense que pour l'instant, ça nous touche pas. Après, il faut quand même faire attention, comme ils disent à la télé ou quoi que ce soit, la couche d'ozone, tout ça. Oui, un petit peu, oui, c'est vrai. Parce que le temps se dégrade, aussi bien l'été que l'hiver. Nous avons des hivers qui sont pas rigoureux et des étés qui sont plutôt un peu pourris. Je le crains pas à titre personnel. Par contre, je le crains, oui, pour certaines personnes qui habitent sur les côtes, par exemple. Oui. Quelle raison? Par la pollution et puis pour l'avenir de nos enfants également. Le craindre, c'est inéluctable, donc quelque part, qu'on ait peur ou pas peur, c'est des choses qui vont arriver. C'est des choses qui vont arriver, un certain fatalisme. Les changements climatiques vont arriver. Ensuite, quelle sera l'amplitude des changements climatiques vont dépendre de nos actions. Mais ensuite, ce qui est très important, c'est que la vulnérabilité aux changements climatiques n'est pas du tout la même. Évidemment qu'on est un Parisien ou qu'on vit par ici, en banlieue parisienne. Finalement, si le climat se réchauffe un peu, ça ne va pas changer grand-chose à notre vie. Par contre, ça a été dit dans un des interviews de micro-trottoir,
La montée du niveau des mers, évidemment, pour tous ceux qui habitent près des côtes, ça peut avoir des conséquences très importantes. Et puis, il faut penser aussi à nos petits-enfants, par exemple, qui, eux, seront vraiment beaucoup plus affectés qu'on l'est. Et puis aussi d'autres pays qui sont beaucoup plus vulnérables que la France au changement climatique. Donc, c'est aussi une question éthique de lutter contre ce changement. Je rappelle que vous êtes chercheur pour le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous suivez donc avec attention les discussions qui se déroulent actuellement et même les discussions qui ont lieu tout au long de l'année. D'autant plus important pour vous que vous êtes un militant écologique actif. Vous définissez comme ça ? J'aime pas trop. Je veux surtout pas croire que je suis un écologiste, parce qu'il y a les écologies, il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors comment pourrez-vous définir, en tout cas, définir votre engagement ? Donc je suis militant pour limiter mes émissions de gaz à effet de serre. Mais par exemple, je suis un très grand partisan du développement du nucléaire en France. Et donc ça fait, moi, je pense que effectivement, les écologistes ne doivent pas apprécier. Je pense que quand je dis que je suis favorable au développement du nucléaire, je pense que je suis un écologiste, mais il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça. Bon, et par ailleurs, dans ma vie quotidienne, j'essaye de limiter les transports, effectivement, en prenant un vélo, par exemple, pour aller au travail. Pas aujourd'hui, je dois le reconnaître. Et puis un certain nombre d'actions, de limiter ma consommation, ou de ne pas prendre l'avion, de ne pas prendre l'avion pour aller en vacances, par exemple. C'est intéressant ce que vous dites, le nucléaire, plutôt que les changements climatiques en raison des gaz à effet de serre. C'est quoi ? Il faut choisir entre la peste et le choléra, ou vous êtes persuadé ? Effectivement, le nucléaire a certains défauts. Je pense qu'ils ont été largement mis en avant par les écologistes, justement. Personnellement, je suis plus sensible au problème du dérèglement climatique qu'au danger du nucléaire. Le danger du réchauffement climatique me paraît beaucoup plus grave que le danger du nucléaire. C'est pour ça que, entre la peste et le choléra, j'en ai choisi une, mais d'autres personnes en choisissent une autre. Vous êtes chercheur, vous êtes militant, on l'entend, ça se traduit comment ? Vous, justement, on l'a entendu, vous avez vos engagements, vous limitez vos déplacements, vous avez toute une philosophie qui se met en place, mais vous organisez aussi des conférences, des colloques, ça se traduit dans vos travaux aussi ? Ouais, je vais à la télé, par exemple. Par exemple, c'est une bonne illustration. C'est un moyen. Et puis dans mes travaux, oui, effectivement, dans mes travaux, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique, quels vont être ses impacts, et j'essaie de participer, en fait, il n'y a pas que moi qui travaille là-dessus, mais j'essaie de participer à faire des prédictions plus fiables pour pouvoir vraiment éclairer les décisions qui seront prises au niveau politique. Quels sont les travaux qui se déroulent actuellement dans vos locaux, justement, sur quoi vous travaillez ? Alors, dans mes locaux, il y a des gens qui étudient les climats du passé, et puis il y a des gens qui font de la modélisation pour être capable de dire quelles vont être les conséquences du réchauffement climatique. Et ça passe par le développement de modèles sur ordinateur. Et il y aura des échanges. Est-ce que vous êtes sollicité parce que le prochain sommet se déroulera à Paris, se déroulera en France ? On se tourne vers les chercheurs en France aussi ? Est-ce que vous êtes sollicité ? Oui, ça se tourne vers les chercheurs en France. Il y en a qui parlent plus que d'autres avec les politiques, mais oui, il y a une interaction entre les chercheurs et les politiques, et ça passe en particulier à travers le GIEC, le groupement intergouvernemental d'études du climat, qui a remis un rapport cette année qui est vraiment très précis dans son évaluation de quelles sont les conséquences du changement climatique. Un sommet se déroule en ce moment à Lima, sommet sur le climat. Le prochain, ce sera à Paris. On le disait, les ONG, et pas seulement, qui sont plutôt pessimistes, en tout cas, qui regrettent les évolutions, les discussions qui n'avancent pas assez vite en ce moment. Est-ce qu'on peut garder espoir pour les discussions qui s'ouvriront à Paris ? Il faut toujours garder espoir. Il faut être réaliste, mais il faut garder espoir. Vous avez cet espoir ? J'ai l'espoir. Je ne suis pas complètement confiant, mais j'ai espoir que ça va bien se passer. Merci d'être venu en plateau jusqu'à la fin de la semaine. 195 pays ayant ratifié la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique sont donc en train de se réunir au Pérou pour la 20e conférence autour du climat. Reste à voir donc les avancées possibles d'ici. Le prochain rendez-vous, ce sera à Paris en 2015. Merci à vous. Une autre information concernant l'environnement, vendredi matin, le point service aux particuliers de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a signé un partenariat avec ERDF pour lutter contre la précarité énergétique sur la communauté d'agglomération. Un partenariat qui permettra par exemple la création d'un poste d'ambassadeur de l'énergie. Explication. Ce travailleur social pourra être aussi appelé ambassadeur. Il aura notamment dans ses missions, qui sont celles aussi des autres travailleurs sociaux qui sont au PSP, celle de travailler sur le programme Habiter mieux et notamment renseigner, commencer à sélectionner et instruire les premiers dossiers des personnes qui d'une part seraient éligibles au programme Habiter mieux et qui souhaiteraient justement faire des travaux de rénovation dans leurs habitations. Le point service aux particuliers PSP, c'est un service uniquement pour les particuliers qui sont en précarité.
La précarité, nous la vivons lorsque malheureusement les fournisseurs nous demandent de procéder à des coupures pour impayés. Donc, et nous cherchons tous les leviers possibles et imaginables pour accompagner les foyers dans leurs difficultés et trouver des solutions autant que possible. Une toute autre thématique à présent avec les Coignariens, les Coignariennes qui ne veulent pas d'un élargissement de leur communauté de communes des étangs et ils le font savoir. Ils sont venus le dire lors d'une consultation publique qui s'est déroulée hier dimanche. Catherine Zulato, Maxime Lemaine pour les images. 97,90% pour dire oui au maintien de la communauté de communes des étangs dans son périmètre actuel, comprenant Coignères, Maurepas, les Brévières, les Essarts-le-Roi et le Perret en Yvelines. À voter. Merci, Monsieur Vallot. Une consultation populaire organisée comme une vraie élection avec son président de bureau, son isoloir, son urne et ses assesseurs. 2 bureaux de vote étaient ouverts, dont l'un en mairie. Je souhaitais que cette consultation ne puisse pas être contestée et donc je l'ai organisée comme on organise n'importe quelle autre élection municipale par exemple. C'est-à-dire donc que les gens votent de 8h du matin à 20h le soir. Près de 36% des électeurs coignériens se sont déplacés ce dimanche. Les habitants ne veulent pas du projet du préfet de région d'inclure leur village dans une grande intercommunalité à 800 000 habitants, incluant 50 ans en Yvelines, Versailles-Grand-Parc ou encore le plateau de Saclay. 800 000 habitants ou 200 000 habitants, on n'a rien à y faire, nous. On a tout à perdre d'ailleurs. En étant une petite commune telle qu'on est, on arrive mieux à gérer que les grosses agglomérations. À chaque fois, ça part en tous les sens. J'ai déjà voté pour ne pas être dans 50 ans en Yvelines il y a des années et des années. Et je vois pas du tout pourquoi nous, communes, Coignères petites, on irait se mettre avec un grand ensemble comme ça. Nous laisse espérer ou penser que nos impôts augmenteraient énormément. Si on rentrait pour rembourser les 400 millions de dette de 50 ans en Yvelines. Les résultats de cette consultation populaire qui n'a aucune valeur légale seront adressés au préfet des Yvelines et au préfet de région. Ce dernier doit rendre son arbitrage sur la super intercommunalité à 800 000 habitants à la fin du mois de février 2015. Une superstructure qui ne convainc pas au-delà des frontières de Coignères. La communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines et celle de Versailles-Grand-Parc ont également émis un avis défavorable. Un autre vote, cela concerne les élections professionnelles de la fonction publique qui se sont déroulées en fin de semaine dernière. Ainsi, dans l'éducation nationale sur l'Académie de Versailles, c'est la FSU qui arrive en tête. Et dans la police nationale sur l'Île-de-France, c'est le syndicat Alliance qui l'emporte avec une majorité absolue, notamment dans les Yvelines. Le syndicat Alliance qui, voilà, dans un communiqué, la reconnaissance d'un combat contre des conditions de travail détestables. On termine ce journal avec du sport. La Team 78 handball a été expéditive ce week-end pour le compte de la 9e journée du championnat de France junior. Les joueurs d'Alexandre Taillefer à Plaisir n'ont pas fait de détails face à Bonny, 53-27. Malgré l'absence de quelques joueurs majeurs, le groupe a parfaitement enchaîné cette 8e victoire consécutive. Lors de la dernière journée de cette première phase, les Yvelinois devront néanmoins s'imposer et espérer un faux pas du Paris Galaxy pour reprendre la tête de leur poule. C'est un match de travail pour plusieurs raisons, parce qu'on savait très bien que c'était une équipe faible, donc a priori on ne devait pas gagner le match. Mais aujourd'hui il nous manquait notre arrière droit titulaire qui a joué avec la N3 de Versailles, et puis notre arrière gauche titulaire qui est blessé déjà depuis 2 matchs, qui sera encore blessé jusqu'à la fin de la première phase. Donc ça donnait l'occasion de donner du temps de jeu à beaucoup d'autres joueurs et qui ont assumé, puisqu'on gagne de 26 buts, alors qu'au match aller on gagne de 25 là-bas. Et pour l'ensemble des résultats du week-end, rendez-vous dans quelques instants avec Anthony Reich pour une nouvelle édition, comme chaque lundi, du 7-8 Sport. Je vous retrouve demain, 18h en direct, pour une nouvelle édition du journal. Très bonne soirée sur TV Fil.